Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Alors c'est l'histoire d'une femme qui fait une brillante carrière d'ingénieur dans une entreprise, peut-être comme vous en ce moment. Un réseau féministe va la contacter pour prendre la tête d'une entreprise du CAC 40 alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Cette héroïne qui n'est pas du tout féministe au départ, c'est Toni Marshall, la réalisatrice aux 3 Césars, qui l'a imaginée dans son tout nouveau film qui s'appelle Numéro 1 et qui est sorti depuis mercredi. Elle est ici sur ce plateau pour échanger avec nous et avec vous, donc préparez vos questions, mais aussi elle va échanger avec un homme, un DRH, un homme d'entreprise qui s'appelle Laurent Chohin, qui a roulé sa bosse dans l'hôtellerie de luxe, la banque et maintenant dans le conseil. Il connaît très bien les coulisses de l'entreprise. Il était un peu à la manœuvre aussi pour faire nommer quelques femmes. Il va nous en parler. Faut-il être féministe pour pulvériser le plafond de verre? C'est le thème de cette émission. On attend vos témoignages, vos questions et c'est tout de suite. Voilà, donc l'histoire d'une femme, pas du tout féministe, qui va se rendre compte que des hommes ne veulent pas forcément partager le pouvoir. C'est l'histoire d'un éveil, d'une prise de conscience. Bonjour Toni Marshall. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. C'est vraiment filmé comme un thriller en fait, votre film, je trouve. Et c'est ce qu'on me dit, je n'y ai pas pensé comme ça veut dire donc que c'est l'histoire qui provoque le genre plutôt que le... Je n'ai pas voulu mettre un genre dans cette histoire. Moi, j'ai surtout voulu être le plus réaliste possible. En essayant évidemment d'imaginer aussi un parcours personnel à notre héroïne, mais pas du tout, je ne me suis pas dit je vais faire un thriller. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait 2 ans d'enquête avant de lancer Moteur. Oui, 2 ans d'enquête, vous avez rencontré combien de femmes et d'hommes? Des femmes qui avaient des postes très importants ou qui les avaient eus, j'en ai rencontré une dizaine, et des hommes, je dirais peut-être un peu moins, 5, 6. Mais quand même, qui en parlait? Oui, absolument. Ouais, on va y revenir. Alors, en face de vous, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le monde de l'entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour. Je précise que votre premier réflexe, ça a été de refuser mon invitation. Vous m'avez donné des noms de femmes. Oui, c'est ça. C'était de suggérer plutôt des femmes. Exactement. Vous n'hésitez pas à porter un badge de femme. Quand il fait des séminaires, il porte un badge de femme, comme ça, pour le plaisir de faire réagir vos interlocuteurs. Pour voir si les gens se rendent compte déjà. Voilà. Vous avez fait un tableau des femmes. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Ce sont les femmes qui l'aident dans sa vie. Donc, il le diffuse à chaque séminaire. Non, pas à chaque séminaire, qui ont de l'influence, disons, dans ma vie. Et ce n'est pas l'ensemble des femmes, c'est une partie des femmes. Alors, je pense qu'on va le voir à l'écran. Vous êtes de toute façon, vous me disiez, vous êtes passé par tous les secteurs qui reproduisent les modèles sociétaux traditionnels. Donc, je disais la banque, l'hôtellerie de luxe et puis le conseil maintenant. Laurent Chohin, est-ce que vous êtes un DRH féministe ? Alors, ça, c'est pas forcément comme ça que je me qualifierais. Je ne suis pas anti-féministe du tout. Non, je dirais ce qui est important, c'est d'être humaniste. C'est-à-dire que finalement, c'est pas un combat féministe, c'est un combat humaniste qu'on mène quand on essaie de promouvoir un peu plus de mixité dans des environnements qui ne sont pas faits pour ça. Ouais. Vouloir promouvoir les femmes, la liberté des femmes, l'image des femmes, pour vous, c'est pas du féminisme. Ce que vous faites pour ça. Encore une fois, je ne suis pas contre cette définition. Simplement, c'est pas celle que je revendiquerais. C'est-à-dire que c'est pas dans cet esprit-là que j'essaie de me placer. Parce que, d'ailleurs, d'une façon générale, j'essaie de rester toujours dans une position de marginal séquent, de ne pas me retrouver au centre de combat qui invaliderait même ma propre position. Toni Marshall, est-ce que vous avez fait un film féministe ? Probablement, mais je suis tellement d'accord avec ce que dit monsieur, mais tellement d'accord. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'il faut être féministe, c'est qu'il faut prendre conscience que c'est ce qui doit petit à petit arriver à devenir. Donc c'est plus une question d'intelligence qu'une question de féminisme. Oui. C'est se battre contre quelque chose qui est culturel, ancien, intégré, etc. et qui sont souvent des réflexes qui... Il y en a qui résistent très certainement de manière, on va dire, frontale et dure, mais il y en a plein qui peuvent s'éveiller et qui peuvent ouvrir la porte de leur entreprise à des femmes. Il faut simplement... Voilà, et c'est une question d'intelligence, une question de bon sens, et une question, je pense que ça peut être... C'est aussi de se dire que c'est profitable pour les entreprises. Ça n'est pas seulement laisser de la place pour en avoir un peu moins, parce qu'on présente ça aussi, l'arrivée des femmes, comme prenant la place des hommes dans un truc qui tout d'un coup mettrait le chaos. Pas du tout, au contraire, non seulement ça va pacifier, mais ça va développer, ça va étendre et ça va
je crois qu'il n'y a pas tout à fait quelquefois les mêmes réflexes de management, et c'est intéressant qu'il y ait des réflexes différents dans une entreprise pour représenter une population qui est quand même moitié-moitié. C'est ce que vous ont dit, en tous les cas, les hommes que vous avez rencontrés pas toujours, c'était un peu non, ouais. Pas toujours. Il y en a, mais pas toujours. Et il y en a qui ne voient pas très bien de quoi je parle, extrêmement gentiment. Oui, c'est toujours... Mais extrêmement gentiment. Et donc, et je vois bien que c'est quelque chose où ils sont sincèrement persuadés qu'il n'y a pas de femmes à mettre à ces postes-là, qu'on les cherche, qu'on ne les trouve pas. Et voilà, vous voyez, mais c'est pas... Voilà. Donc le travail de sensibilisation, justement, c'est ce qu'on voit très bien dans votre film. Nous avons vu votre film, séparément, mais nous l'avons vu. Donc cette femme, elle est membre du COMEX de son entreprise. C'est la seule femme, d'ailleurs. Oui. On va dire la quarantaine passée. Oui. Ouais, voilà. 45, elle mène une brillante carrière, comme on dit. Et puis elle est contactée par un réseau de femmes qui lui souffle une idée, qui lui dit « Et si quoi, Tony Marshall ?» Mais c'est pas tellement ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour la partie réaliste, je crois, c'est qu'en tout cas, comme j'ai situé mon film dans le milieu du CAC 40, oui. Je l'ai fait parce que c'était un terrain vierge et qu'il n'y a aucune femme qui est PDG d'un groupe du CAC 40. Encore aujourd'hui. Je crois, comme dit monsieur, que ça s'applique à toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. Je le constate en voyageant avec le film. Pardon, j'ai oublié. En fait, ma question, c'était le réseau de femmes lui souffle une idée qui lui souffle une idée, c'est-à-dire que la situation est que quelqu'un est tout d'un coup malade dans une entreprise et n'a pas le temps de mettre en place la succession. Voilà. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que comme ce sont des organisations masculines, de fait, je ne les critique pas, on ne va même pas faire de critique, on va dire que c'est comme ça. Et que donc, ils se nomment entre eux. Il y a une sorte comme l'affiliation, comme la monarchie, comme quelque chose de cet ordre-là. Et donc, pour une fois, il y a une maladie qui arrive et qui fait que personne n'est préparé. Et les féministes, ce groupe qui est le seul qui n'est pas réaliste dans mon film, car un groupe de cette puissance, ça n'existe pas. Voilà. Et je ne sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs, il faut des groupes mixtes, à mon avis. Justement, avant de continuer à parler de ce réseau, si vous voulez bien, on va passer à un extrait de votre film. C'est au moment où, c'est la scène de la rencontre, justement, où Emmanuel Blachet, qui est joué par Emmanuel DeVos, vient rencontrer ce réseau féminin. Et on entend toutes ces voix et on y revient. Donc vous êtes décidé? Excusez-moi. Oui. Quelles sont mes chances? Faibles. Vous êtes à peu près inconnu chez les francs-maçons et à l'inspection des finances. Mais Adrienne a un très bon ami qui peut nous aider. On peut avoir un allié chez les francs-maçons, oui. Baumel le croit inoffensif et ça le vexe. Et de mon côté, j'ai le corps des mines, les polytechniciens. Et vos collègues du cabinet ministériel? Certains, oui. Bien. Et moi, je vais vous préparer un programme un peu chargé. Distinctions, remise de prix, dîner. Il faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants. Il faut qu'on vous voit partout. Et on n'a pas beaucoup de temps. Et pour l'instant, pas un mot chez TOS. C'est mieux. Ça me met un peu mal à l'aise, mais... Oui, bon, on va faire comme ça. De toute façon, il faut rien laisser transparaître jusqu'à la dernière minute. On travaille en souterrain. Pour le moment, on va faire un peu de média training. Ok. Et quoi d'autre? Il faut que vous lanciez un réseau de femmes en interne. Ils l'ont fait chez AXA. Ça marche très bien. Et ça a du sens. Un réseau de femmes, ouais. Non, mais faut pas vous en faire une montagne. Hein. Je vais vous montrer notre boulot chez AXA. Le mot-clé, c'est la mixité. C'est pas un concept trop difficile à défendre. Hein. D'accord. D'accord. Non, mais excusez-moi, mais c'est rageant d'avoir à jouer la carte féminine de manière aussi appuyée. Toute ma vie, j'ai essayé de faire oublier que j'étais une femme. Enfin bon, je veux dire, c'est pas... Non, mais on voit très bien ce que vous voulez dire. Voilà, toute ma vie, j'ai essayé de faire oublier que j'étais une femme. Elle est fabuleuse, cette réplique. C'est tout l'objet de votre film. En fait, elle n'est pas du tout féministe au départ, Emmanuel Blachet. Non, je pense que, en tout cas, quand les femmes sont relativement isolées, ingénieurs, il n'y en a pas tant que ça dans des professions comme ça. Effectivement, l'idée de mettre en avant le fait qu'on est une femme, je pense que c'est pas forcément un atout. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pas un réflexe. Vous avez filmé une prise de conscience. Vous avez filmé sa prise de conscience, en fait, à un moment donné. Et vous, Laurent, vous êtes d'accord que pour pulvériser le plafond de verre comme elle l'a fait, il vaut mieux être une femme engagée, parce qu'en fait, elle va commencer à s'engager à un moment donné.
C'est un cheminement. Il ne faut pas être d'abord une femme seule, et c'est le sens des réseaux de femmes. On ne le fait pas pour faire des réseaux au sens de la résistance. On le fait parce qu'il faut renforcer ce sentiment de ne pas être seule, qui est souvent un sentiment que les femmes peuvent éprouver. Réseau, ouais. Voilà. Ouais. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une notion importante de rôle modèle qui peut jouer. Ce qui ne veut pas dire que vous avez besoin de beaucoup d'années pour prendre conscience, pour essayer de déclencher cette envie. Ce qui est important, c'est de laisser les moments ou d'organiser ces moments pour que cette envie, cette prise de conscience se fasse en tenant compte du fait, encore une fois, et on le voit bien partout, que les mécaniques d'ambition des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes, les réflexes d'ambition ne sont pas les mêmes, je dirais, même si à la fin, on peut avoir des niveaux d'ambition qui sont parfaitement comparables. Mais pour revenir sur l'attitude des femmes en entreprise que vous rencontrez, ce qu'on entend de la part d'Emmanuel Blachet qui dit c'est rageant d'avoir ce type d'attitude de façon aussi appuyée. Elle dit c'est rageant d'avoir à jouer la carte féminine de manière aussi appuyée. Il est vrai que les femmes qui Vous réussissent, ça absolument, bien sûr, et c'est logique. Il est vrai que les femmes qui ont réussi jusqu'à maintenant dans des systèmes qui n'étaient pas faits pour elles, par définition, ont justement essayé de gommer ces attributs, puisque cet attribut-là n'était pas un attribut qui leur aurait permis d'évoluer. Donc c'est souvent un concept d'ailleurs qui est très ambigu, qui est celui de la compétence, qu'elle utilise beaucoup aussi dans le film. D'ailleurs, c'est un très bon moment de réplique face à... On va voir tout à l'heure. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argument qui consiste à dire « mais nous devons nommer à la compétence et non au genre », ne permet pas d'expliquer dans ce cas-là pourquoi il n'y aurait que 20% de femmes, parce que je ne peux pas croire qu'il y ait 20% de femmes compétentes. Donc c'est un faux argument, me semble-t-il. D'accord. Tony Marshall ou Laurent Chorin, est-ce que vous pensez qu'un réseau comme Olympe, qu'on voit dans le film, que vous avez inventé de toutes pièces, est-ce que ça peut exister ? Est-ce que ça va exister ? Écoutez, en tout cas, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui donc m'ont toutes dit que ça n'existait pas. Un réseau féminin, exclusivement féminin, qui aurait la puissance de pouvoir, enfin, on va dire de lobbying ou d'aide pour pouvoir emmener quelqu'un à la tête du CAC 40, ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable ? Moi, je pense au contraire que si on était vraiment intelligent et moderne et si on y arrivait, les prises de conscience, au bout d'un moment, ça peut aller assez vite, ça serait de faire des réseaux mixtes qui comprennent la valeur d'une sorte de partage de pouvoir dans les entreprises. Dans une entreprise, il y a une numéro 1 et un numéro 2. Et dans une autre, c'est comme ça. Et d'une certaine façon, de penser en tout cas que les qualités managériales, que les qualités visionnaires, que la projection qu'on peut avoir d'une entreprise, quelle qu'elle soit, peut être intéressante de la part d'un esprit féminin, qui n'est pas forcément exactement à l'identique. Je comprends. On attend vos questions, surtout n'hésitez pas sur notre page Facebook. On en a eu ce matin quelqu'un qui nous disait une remarque sur Adrienne Postel-Deveau, la doyenne du réseau qu'on voit dans le film. Elle nous disait, elle donne l'impression d'être en guerre contre les mecs. C'est une autre génération de femmes. Je pense que c'est une autre génération, effectivement. Je pense qu'elles ont tout entendu. Pourquoi vous l'avez mise Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'elle est en guerre contre les mecs. En revanche, je trouve que c'est peut-être la personne qui utilise les mêmes méthodes que d'une certaine façon pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire qui en a trop vu, qui sait ce que c'est et qui utilise tout ce qu'elle peut utiliser parce que tout est bon pour arriver, pour y arriver. Bon. Voilà. Y compris, donc elle a le goût du secret, elle est très intrigante. Je pense pas on voit qu'elle a une amitié avec un franc-maçon, on suppose. Enfin, c'est pas une amitié plus que amicale, d'ailleurs. Probablement, c'est un peu les mêmes, finalement, les mêmes armes, j'allais dire, ou les mêmes leviers que dans les réseaux masculins. Oh, mais certainement, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il n'y a pas tout d'un coup de pureté et noirceur, vous voyez, d'un côté. Par exemple, la séduction, qui est un sujet assez tabou dans l'entreprise, la séduction, c'est presque une politesse de la part de ces femmes. Alors, vous voulez dire dans mon film ou en général ? Dans votre film. La séduction. On voit des femmes très séduisantes et qui séduisent et qui n'ont pas du tout... Vous trouvez que les hommes ne sont pas séduisants dans mon film ? Si, aussi. Eh ben alors, voilà. Donc ça a double sens, voilà. C'est mon regard. L'idée, c'était... voilà, il y a un rapport. Moi, je disais surtout, bien que je décrive des hommes relativement sexistes, etc., je vous disais, soyez le plus charmant. Vous pensez bien que s'ils sont là, avec ces postes-là, etc., c'est quand même que c'est des
personnes charismatiques, souvent compétentes, souvent, faut pas exagérer, faut pas les décrire comme des... Vous voyez, ça n'a pas de sens. Vous êtes toujours équilibré sur ce sujet. Mais et je parce pense que c'est nous ce qui devons va... travailler ensemble. Voilà, ensemble, et on le répète. Merci beaucoup pour votre question. C'était Jean qui nous avait envoyé ça ce matin. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. On a un écran ici qui nous les relaie, donc on les attend. Laurent Chohin, lancer un réseau de femmes en interne, quand on dit ça à Emmanuelle Blachet, elle trouve ça bidon. Enfin, je pense que son attitude montre qu'elle trouve ça un peu bidon. Elle dit un réseau de femmes. Est-ce qu'elle a raison de penser que c'est bidon ? Alors d'abord, très souvent quand on fait ce genre de choses, nous devons convaincre les femmes elles-mêmes de la justesse de la démarche. Maintenant, pourquoi on le fait ? On le fait pour deux raisons. Il y a deux phénomènes sur lesquels on doit jouer. C'est renforcer l'assertivité des femmes, le fait de déclarer une ambition, d'être normale de ce point de vue-là, quelque part. Je veux le poste. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça se formule. Mais simplement de ne pas systématiquement se mettre en réserve. J'ai une expression que j'utilise beaucoup, c'est les femmes préfèrent toujours le good work au network. C'est-à-dire, si vous arrivez soudain, vous dites il y a un cocktail qui est organisé, fantastique, où il y aura tous les grands, allez, on arrête tout, on y va. Assez probablement, une réponse de femme sera de dire non, mais là, il faut que je termine ce que j'ai à faire, et puis on verra après, puis après, de toute façon, j'ai d'autres choses, j'y vais pas. Alors que, assez souvent, un homme, spontanément, va y aller. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la question des réseaux est très bien exprimée dans le film, c'est une question pour moi, c'est pas un film sur l'entreprise, c'est un film sur le pouvoir et l'influence. Et il se trouve que le contexte est l'entreprise. Mais c'est ça qui est important. C'est quoi la place des réseaux ? Quand Emmanuel, dans le film, dit « Moi, de mon côté, j'ai les polytechniciens, enfin les X et les mines », c'est très intéressant. D'abord, c'est extrêmement réaliste, premier point. Mais ça veut dire que ça signifie quand même que dans ce cas-là, on croit au réseau. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et donc, même si elle dit « Je ne fais pas de réseau de femmes », quelque part, elle croit dans un autre réseau qui serait celui de sa formation. C'est un Donc, réseau à la mixte, fin, finalement. voilà. Donc, c'était une question d'éveil, c'est pas une question de conscience. Elle aimerait tellement que tous les réseaux soient mixtes, Emmanuelle Blachet, finalement. Oui, enfin en tout cas, moi on m'a beaucoup parlé aussi d'une autre ségrégation qu'il y a, qui est les grands corps et pas les grands corps. Hein. Et il y a des femmes très compétentes qui ne sont pas grands corps, et c'est encore plus difficile quand on n'est pas grand corps. Enfin bon, alors voilà, on peut... Alors on va voir un deuxième extrait qui parle justement du comportement que les femmes peuvent avoir quand elles briguent un poste de pouvoir, enfin plutôt des comportements qu'elles peuvent subir de la part de certains hommes. C'est pas pour les opposer, mais c'est pour montrer la réalité. Je trouve que vous le faites très bien dans ce film. On voit le concurrent d'Emmanuelle Blachet qui s'appelle Jean Baumel et qui est joué par Richard Berry. Et on y voit aussi, je crois qu'on voit que lui. Magnifique. Voilà, on va lancer cet extrait et on en reparle donc, tout de suite après. Emmanuelle Blachet, Jean Baumel. Oui, je sais qui vous êtes. Moi, je ne savais pas qui vous étiez, jusqu'à ce qu'on me parle de cette interview dans les Échos. Oui, on a 3 minutes. Je crois deviner que vous briguez la présidence d'Antea. Vous avez raison, c'est une entreprise magnifique. Vous êtes passé par la Nationale des Eaux, non ? On ne s'est pas croisés. Bonsoir. Bonsoir. Non, en effet. J'ai regardé votre parcours, brillant il faut dire, et je reconnais aussi que vous avez entrepris quelques manœuvres intéressantes. Hein. Je progresse doucement, sans avoir vos talents. Exact. Mais il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. Magnifique répartie, des compétences. Sauf que moi je trouve qu'on rit jaune. Parce qu'elle a peut-être tort en fait. Elle n'a pas besoin que de compétences. Non, mais je pense que c'est un réflexe extrêmement féminin de Ouais. dire j'ai les compétences. C'est pour ça que pendant des années, moi, quand on me parlait des quotas, je disais, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin des quotas machin, mais voilà, parce qu'il y a l'idée de toujours prouver, forcer, ou alors douter, ça va avec. Hein. Et voilà, et donc... Et vous, Laurent, dans votre réseau de femmes, justement, dans le réseau de femmes que vous avez, certaines sont très compétentes, sont numéro 2, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont uniquement leurs compétences qui ont joué, ou alors est-ce que vous avez un peu intrigué D'abord, si je peux me permettre, c'est moins des numéros 2 que des numéros 1 ou 1 en puissance. C'est pas tout à fait pareil.
parce que le poste de numéro 2, ça peut être aussi après une façon oui. de justifier D'accord. des mauvaises pratiques. Là, c'est vraiment ça. Donc ça peut être des numéros 4, 5, 6. Enfin, si Oui, on mais parle c'est comme, ça, c'est la question dans du le film. potentiel qui est importante. Vous savez, dans ma vie de DRH, j'ai jamais recruté une compétence, j'ai toujours recruté un potentiel. C'est essentiel de raisonner comme ça. Et moi, je garde Comment vous les avez aidés, justement, je garde comment- toujours en tête cette phrase de Françoise Giroud, qui est évidemment qui nous a tous frappés, qui est de dire on aura une égalité entre les hommes et les femmes le jour où on acceptera de nommer une femme incompétente. Et je crois assez fondamentalement à cette logique. Alors après, c'était une boutade, comme la réponse d'ailleurs de Emmanuel Blaché-De Vos à Richard Berry-Baumel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, il faut manipuler ce concept de compétence de manière prudente, parce que souvent c'est une fausse légitimation du fait qu'on entretient plein de biais qui sont de tout à fait autre nature, mais qui empêchent justement les femmes de se développer, en particulier à un moment crucial, qui est le passage de manager d'employé à manager, de cadre supérieur, si vous voulez. C'est là qu'on perd le plus de femmes. C'est là où il faut faire ce travail névralgique comment vous de ne pas l'expliquez, décourager ça? le potentiel. Ouais. Parce Comment que vous c'est là que les l'expliquez? mécanismes sont à l'œuvre. Quand vous nommez des managers de managers, il y a un effet de pair beaucoup plus fort. Quand vous nommez des managers d'employés, il y a un effet de compétence. C'est-à-dire que là, d'abord, il y a une gamme de postes plus large. Et donc, vous êtes encore dans le choix par la compétence. Par contre, quand vous arrivez sur les managers de managers, là rentrent en jeu des phénomènes culturels et des choix de potentiel, justement, et c'est là que les biais jouent. Mais on est sur quoi? Alors on est sur quoi? Sur quel type de personnalité? Qu'est-ce qu'on doit avoir de plus pour devenir... Mais pourquoi de plus? Pour devenir manager de haut niveau, qu'est-ce que... Ah, en général, Oui, que en ce soit un général. homme ou une Bah, femme, oui, vous voulez pas- dire. pas- voilà. Voilà, alors là, c'est deux choses très différentes. Ça dépend, toujours pareil, du contexte où vous êtes. Il y a des structures qui laissent assez peu de place à l'affirmation d'un charisme, à l'affirmation d'une personnalité, parce que la qualité de leur process explique leur présence. Je vais vous donner une illustration de ça. Si vous prenez 100 entreprises, c'est une étude de McKinsey très intéressante de 2012. Vous prenez 100 entreprises et sur ces 100 entreprises, vous avez des quartiles, d'accord? Donc vous prenez par quart. Et vous posez la question, quelle est la caractéristique des grands comités exécutifs, enfin, Oui. des principaux dirigeants de ces entreprises? Est-ce qu'ils sont divergents avec des compétences, avec des gens spiky, c'est-à-dire des gens, vous savez, qui sont très pointus dans le domaine mais très mauvais dans d'autres? Eh bien, ou alors est-ce qu'ils sont tous généralistes bons, voyez? Ben, c'est simple, le quartile 1 et 4, le meilleur et le plus mauvais, sont des gens spiky, c'est-à-dire que les fantastiques sont constitués d'équipes de direction avec plutôt des compétences pointues mais pas générales, et puis les plus mauvais aussi. Et au milieu, par contre, vous avez toute une gamme de gens où là, on cherche plutôt la compétence homogène. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Alors, accessoirement, c'est plutôt quand on recherche une compétence homogène que c'est dur pour les femmes, parce que là, vous avez une difficulté à affirmer une particularité ou à pouvoir vous imposer de manière originale. Et vous en parlez comme ça, les femmes que vous avez rencontrées, Tony Marshall? Non, parce que d'abord, De je stratégie trouve ça de très la technique et moi, il fallait que je le transcrive dans un film partageable pour le public. Donc, si je pars dans des choses aussi complexes que ça, que j'adore entendre parce que ça m'apprend des tas de choses, j'y serais pas arrivée. Donc, j'ai plutôt posé des questions sur les faits, le parcours, et puis après la subjectivité. Et souvent, vous savez, quand tout d'un coup, au bout d'une heure, quelqu'un parle, il y a juste un petit détail qui surgit, un petit détail. Tout d'un coup, on se dit, mais ça, là où elle y repense encore. Et ça veut dire que ça a fait mal, que ça a tapé un endroit. Et ça, c'est des choses que j'ai retranscrites dans le film de manière très précise, parce que moi-même, ça m'avait frappée. Oui, et puis ça atteint beaucoup. Oui. Et Sylvia, si je peux d'ailleurs là-dessus faire une remarque fantastique, il y a une chose qui n'est pas forcément évidente dans le film, mais regardez ceux qui iront voir le film, la relation d'Emmanuel De Vos avec son subordonné qu'elle va protéger, qu'elle va nourrir. Oui. Et voilà, là vous avez des qualités de dirigeant remarquables. Parce que c'est pas du show, c'est quelque chose de fond. Et donc elle a aussi vraiment des attributs de leadership réels. Dans la gestion de crise. Absolument, après, bien sûr. Et dans la durée, il y a une fidélité réelle. On a une question. Marie, faut-il se méfier des patrons paternalistes? J'imagine pour la carrière des femmes. Faut-il se méfier des patrons paternalistes? Vous me regardez. Tony Marshall, vous avez peut-être eu des... Je veux bien répondre parce que je suis moins... Vous êtes quand même devenue un peu une spécialiste de ce thème, non, mais finalement. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que les et spécialistes soient des spécialistes. Moi, je parle parce que mon film sort et que j'ai travaillé là-dessus. Et votre regard est important. Oui, je crois qu'il y a ça permet de Moi, la parole. j'en ai en tout cas figuré un dans mon film parce que je pense, malheureusement, c'est ce que
je répète un peu, mais c'est ce que j'ai appelé la misogynie bienveillante, qui Oui. est un truc comme ça, culturel, ancré. C'est fou ça. Et gentil. On m'a raconté des anecdotes, par exemple, où une femme est la seule dans un comité exécutif d'une très grosse entreprise. Un jour vient quelqu'un de très important et le PDG dit: vous connaissez monsieur machin, vous connaissez monsieur machin, monsieur machin, monsieur machin. Et notre petite Sylvie. Ah, que le prénom et Que le petit prénom, devant. Ouais. un petit ton, c'est ma mascotte, c'est la seule, je l'adore. Vous voyez, c'est-à-dire, ça part d'un réflexe sentimental, Sympathique, ouais. sympathique, affectueux, et c'est désastreux. Donc, comment faire prendre conscience de ça ? Et la petite Sylvie en question, qui s'appelle pas Sylvie, elle en est absolument, comment dire, heurtée au plus profond, Oui, parce et qu'elle elle a peut des agir. compétences, parce qu'elle est aussi forte, parce que si, parce que ça, elle n'est pas la petite Sylvie. Et la petite Sylvie, comment est-ce qu'elle peut agir, Laurent, pour faire changer les choses? Alors, pas frontalement, parce que c'est Il y a la c'est petite très Sylvie qui compliqué. peut agir, mais vous savez, l'un des discours le plus fréquemment tenu par aujourd'hui des hommes promoteurs de la diversité homme-femme est « je veux que mes garçons et mes filles aient les mêmes chances dans la vie », au sens parlant de leurs enfants. Ah oui, parents, oui. Au fond du fond, si vous y réfléchissez un peu, c'est du paternalisme Ah dans bon, l'approche. pourquoi? Parce que, en réalité, il y a ce que le film montre bien, c'est qu'il y a une vraie question des mécanismes de nomination, c'est-à-dire comment on accède au pouvoir finalement. Et c'est ces mécanismes qu'il faut transformer, c'est pas juste la volonté des gens. Et c'est d'ailleurs une des limites, tout ne tient pas juste à la volonté des gens. Vous savez, si je résume ça, les caractères dans le film de Tony Marshall sont extrêmement bien vus, formidablement décrits. Mais quand vous voyez un film, vous voyez l'intégralité d'une réalité. C'est-à-dire que là, vous comprenez l'histoire. Et c'est ça qui est formidable, il y a une histoire. La réalité des choses dans l'entreprise, c'est que très peu de gens ont la globalité de la perspective et cette histoire. C'est beaucoup plus, pardon pour l'expression, bordélique finalement. Et donc aussi, en étant plus bordélique, c'est moins intentionnel, donc quelque part moins machiavélique. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, ce n'est pas machiavélique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même le paternalisme n'est pas forcément, sauf dans quelques cas parfois connus, un mode de gestion en tant que tel. Les paternalistes ne se décriveraient pas comme ça. D'ailleurs, souvent, vous savez, même quand on l'est, on se pose la question soi-même. Ouais. Et ça rend effectivement la réaction, l'action plus difficile. Si vous dites que c'est un peu le bordel, que c'est pas du tout machiavélique, c'est pas intentionnel, ce que vous disiez sur la misogynie bienveillante aussi, ça rend finalement Voilà, l'action c'est ça. difficile. Donc, comme avec mes enfants, quand ils me disent « je ne l'ai pas fait exprès », il Ouais. faut leur dire « fais exprès de ne pas le faire ». Alors on C'est va ça le voir problème. un dernier personnage très intéressant dans votre film, qui est le personnage du traître, mais qui finalement fait basculer le film, qui est le personnage joué par Benjamin C'est Biolay. dommage de vous donner la fin, c'est dommage. Oui, mais en fait, on considère aujourd'hui que tout le monde a vu Tout le le monde a vu le film, film. parce Ça, qu'on j'ai a pas vu le encore nombre d'entrées que vous avez fait mercredi. On s'est dit, bon, bah, ils y sont tous allés. 3e au box-office, Tony Marshall, Oui, quand oui, même. oui. Bravo, et il y avait Ça dure. Kingsman devant, vous savez. On va envoyer l'extrait, on en parle juste après. Au contraire, j'ai même un concept. La force. Il y a 3 moteurs essentiels. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Et aucun mec ne cumule les 3, c'est 2 max. Par exemple, Rivas, lui. C'est le pouvoir et le sexe. Moi, c'est le sexe et l'argent. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent. Et un jour peut aboutir à la délivrance d'un message important C'est dingue. produit sans finalement que On pourrait se détendre maintenant, c'est bon. Hein. L'achat est carbonisé. Monsieur Archambault vient d'arriver. Oui, oui. Je t'ai connu avec plus d'humour. Et moi, quand je t'ai connu, t'étais rien du tout. Un petit entrepreneur de merde, un loser. Alors tu me respectes ou tu retournes d'où tu viens. C'est la seule scène de violence physique dans votre film, Tony Marshall. Hein, on se balance un verre. Et c'est pour ça qu'elle est très forte. Marc Ronsin, joué par Benjamin Biolay. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Pourquoi vous lui avez mis cette théorie dans la tête à lui? On l'avait avec ma scénariste, nous l'avions, je ne sais pas si on l'a lu ou si on l'a entendu pendant qu'on écrivait le scénario. Et on s'est dit, si vous voulez, ça a un côté réplique en or. C'est-à-dire que d'abord, je pense que c'est vrai. Globalement, c'est quand même vrai. On ne peut pas avoir les trois, dit-il. Ah ça, je ne sais pas, non. Mais le sexe, le pouvoir et l'argent sont des moteurs essentiellement masculins. Oui, je ne pense pas qu'on puisse appliquer ça à Voilà, des ce femmes. que je me demandais. Effectivement. Ah, mais j'en suis absolument certaine. On a un homme avec nous. Je pense que l'argent, curieusement là, symboliquement,
psychanalytiquement, l'argent ne représente pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. J'en suis absolument persuadée. Je me trompe peut-être, monsieur sera là Vous pour... pensez, Laurent ? Vous pensez aussi d'abord qu'on ne peut pas avoir les trois en tant qu'homme ? Je ne suis pas très riche. Nous en déduirons ce que nous voulons. Non. Est-ce que... Je pense qu'effectivement, c'est les moteurs. Je pense que c'est Mais les pas moteurs féminin ? du pouvoir. Non, pour cette triptyque-là. Après, il y a d'autres moteurs du pouvoir féminin qui sont d'une autre nature, mais qui ont un peu les mêmes relents, si vous voulez, psychologiques, qui sont à la fin des relents de domination. C'est le grand débat entre Freud et Jung qui vous disent le sexe domine le monde. Non, c'est le pouvoir qui domine le monde. Bon, vieux débat. Dans les faits, les femmes de pouvoir, il y en a eu tout au long de l'histoire. On peut penser qu'elles avaient des mécanismes qui étaient des mécanismes tout aussi violents, parfois d'ailleurs, que les hommes. On peut le supposer, oui. En tous les cas, mesdames, allez voir ce film. On peut leur dire quand même, parce que Marc Ronsin, mesdames et messieurs, oui. Ça c'était juste un message destiné aux femmes. Marc Ronsin, c'est... Ok, j'ai spoilé le film, mais vous allez voir, c'est un personnage... Non, vous n'avez pas dit dans quel sens il trahit. Alors, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir. J'avais peur que ce soit... Je ne dis pas, je ne dis pas. Non, parce que pour Marc Ronsin, allez voir ça, parce qu'il faut se le mettre dans la poche, celui-ci. Il faut le trouver, il faut trouver votre Marc Ronsin. C'est un potentiel. Vous voyez, typiquement, si on doit évaluer de manière cynique un peu les personnages qu'il y a dans ce film, en tant que DRH, le personnage de Ronsin est quelqu'un qu'il faut observer sous l'angle du potentiel. D'ailleurs, il n'arrête pas de se placer dans le futur et non pas dans l'action présente. Donc, c'est quelqu'un qui typiquement incarne le futur, alors que Baumel incarne un passé qu'il essaye de maintenir à flot, mais c'est compliqué. Il y a une tragédie chez... En fait, il y a deux choses d'ailleurs dans le film, il y a la tragédie et la mort. C'est des choses qui ne sont pas évidentes quand on le voit, mais la mort est très présente, de plein de manières, ou la perspective de la mort, c'est-à-dire en fait de l'histoire ancienne, et puis la tragédie des personnages, et de tous les personnages finalement. C'est en ça que c'est un grand film. Tony Marshall, on a une petite question de Michel. Quel manager êtes-vous, vous qui réalisez des films, qui dirigez des collaborateurs et des hommes notamment ? Eh ben, écoutez, en tout cas sur un tournage c'est vraiment c'est une équipe, et donc à la fois je sais à peu près très exactement ce que je veux. Donc ça, disons que j'essaye d'avoir les idées le plus claires possible, mais là, ça se prépare, ça se travaille en amont. Et après, ce qu'il faut faire quand on est sur une équipe où on a 8 semaines pour réaliser quelque chose, c'est transmettre au maximum que chaque personne qui est impliquée dans le film y trouve son intérêt. C'est extrêmement fondamental qu'on arrive à... Ça n'est que de la transmission, la réalisation. De la transmission, de voilà l'idée que j'ai, mais pour quelle raison, machin, et voilà en quoi tu peux apporter quelque chose, etc., etc. Donc l'image d'un manager, tel que, vous savez, on voyait des séminaires entiers pour former les managers à ce que vous dites. Laurent, enfin je ne pense pas me tromper, c'est le manager coach. En fait, qui ne fait pas le travail à la place de... Qui porte de l'intérêt à ce que font les gens aussi. Et qui le fait grandir. Mais parce que ça retourne, il y a du retour. Parce qu'il y a du retour, vraiment, sinon, voilà, chacun est laissé un peu dans son... Exactement. Intéresser les gens au travail, c'est fondamental. Activer ce qui ne peut pas être incentivisé, disent les Américains, c'est-à-dire le leadership commence quand ce que vous payez n'a plus d'effet. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de relations techniques de travail, c'est là que ça commence. Et il faut être capable d'activer ça, c'est compliqué, l'aspiration et l'estime de soi. Donc notre sujet sur la pulvérisation du plafond de verre, en fait, c'est aussi le sujet de votre film, on en déduit qu'il faut forcément passer par des réseaux féminins ou masculins, par des réseaux, mais par des réseaux quand même, vous diriez cela? Alors, moi, je pense qu'il faut laisser le mot de la fin à monsieur qui sera bien plus compétent que moi. Moi, j'ai compris que les réseaux féminins, parce que je n'en ai jamais fait partie, par exemple, vous voyez, là aussi, c'est pour moi, ça a été quelque chose de nouveau. Mais j'ai compris à quel point ça aidait les femmes à se sécuriser d'une certaine façon. Et maintenant, une fois qu'elles seront sécurisées, je crois qu'il faudrait passer à des réseaux mixtes. C'est ça qui irait le plus vite et le mieux. Ça commence, Laurent, les réseaux mixtes ? Moi, je dirais que tout réseau sans cause est voué à l'échec. C'est-à-dire, le problème n'est pas le réseau, c'est la cause de ce réseau. Il se bat pourquoi, ce réseau? C'est-à-dire, pourquoi il est là? Si vous dites le mot réseau, ça a une résonance négative. En même temps, si je vous dis réseau de résistance, ça a d'un seul coup une connotation positive. Donc, ça dépend vraiment vraiment de cette cause. Et vous conseillez quoi? Se battre pour la mixité? La mixité, c'est bien. La parité, c'est oui, mieux, mais aujourd'hui, il y a pas mal
de choses qui s'organisent autour des nouvelles générations aussi, si on veut parler peut-être d'autres message. types de réseaux. Le problème, c'est que ces réseaux-là, par définition, ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire, théoriquement, ils ont la durée de vie de l'atteinte de leur objectif. Donc, si c'est le cas, et je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui pour ça, maintenant, dans la durée, il faut être capable de se renouveler, il faut être capable de changer, il faut qu'il y ait une portée un peu plus grande, hein, une sorte de vision et d'impact sociétal réel. Alors là, c'est évident qu'il y en a un, c'est une vraie cause sociale. Ouais. Mais, et votre message aux jeunes générations, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui sont dans les entreprises et qui veulent de la parité, mais naturellement, on dirait qu'ils sont nativement mixtes. D'abord, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, c'est pas du tout un combat. Je dis et j'essaie de faire, c'est-à-dire qu'on essaye chez Mazars, par exemple, on fait les happy men, c'est-à-dire qu'on se dit, attention, ne parlons pas qu'aux femmes et ne parlons pas qu'aux hommes pour les culpabiliser. On peut aussi trouver des rôles très intéressants, et surtout les jeunes générations d'hommes sont extrêmement impliquées là-dedans, donc ça c'est une initiative parmi d'autres. L'autre approche pour moi, c'est peut-être celle qui consiste à faire que plus qu'un réseau, c'est un écosystème qu'il faut développer. Il faut qu'en permanence, ce que vous faites dans la vie vous permette de connaître d'autres personnes, élargisse les gens que vous connaissez, la diversité des gens que vous connaissez. Donc le réseau, c'est pas l'écosystème, c'est qu'une petite partie. D'accord. C'est un écosystème un peu en blister, vous voyez. Ouais. Mais il faut se le développer soi, il faut avoir ses propres diversités. Il y a trop de gens que je vois, vous savez, qui sont dans un réseau, c'est toute leur vie, et après ils en deviennent un peu fermés. C'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas le faire. Et on a prononcé un mot de diversité, et c'est vrai que ça marche avec aussi. Voilà, bien sûr. Ça marche avec. Les promoteurs de la diversité que vous êtes tous les deux. Voilà. Merci infiniment pour votre parole libre, Laurent. Merci. Je vous en prie. Et vous, Tony Marshall, pour toujours respecter vos sujets. On en parlait avec Laurent. Vous respectez toujours vos sujets. C'était le cas dans Vénus Beauté. C'est le cas aujourd'hui. L'entreprise n'est pas méchante. C'est sublime. Voilà, et c'est toujours très subtil, donc on vous remercie beaucoup aussi pour ça. Et on voudrait savoir quel est votre prochain sujet. Oh, ça sera très différent. Ça sera, je retourne vers quelque chose qui est plus proche de la comédie, et ce sera l'histoire de deux sœurs jumelles nées sous X, séparées à la naissance, qui vont se retrouver à 45 ans par les hasards de la fiction, et qui ont été élevées de façon extrêmement différente. Oh, fabuleux. Et donc on va voir ce qui se passe. D'accord. Et vous avez fait une enquête pour ça aussi ? Un peu aussi. Mais je vais être plus... Là, c'était la première fois où vraiment, parce que l'industrie, je ne connaissais rien, j'avais vraiment besoin de comprendre. Là, on peut être plus imaginatif. Ouais. Oui. Vous êtes une grande curieuse, en tous les cas. Oui. Merci pour tout le monde, pour nous. Merci à notre équipe 100% masculine aujourd'hui. Merci à Jim, à Bastien, à Jean-Alexis. Je n'ai pas donné leur nom. Je recommence. Merci à Jim Touboulik, Bastien Lariaga et Jean-Alexis Lemieux. Vous faites votre boulot toujours avec beaucoup de cœur. Allez voir numéro 1, organisez des débats dans les entreprises. Ce serait pas mal, ça ferait réagir. Diffusez des extraits, ils sont disponibles sur le web. Vous êtes d'accord avec ça? Mais complètement. Moi, je vais beaucoup le présenter, je débat beaucoup après, et c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a des... j'ai vu, vous faites vous intervenez dans beaucoup de réunions, formidables. Et on va laisser le dernier mot à Benjamin Biolay, qui parle du film, et on va écouter ce qu'il nous dit. Ça parle de la France, des mœurs françaises et de la place des femmes en France et tout, et j'ai trouvé ça... Ce qui m'a plu, je trouvais ça très pertinent. Là, je pensais à un truc, on voit ce film, puis après on se pose des questions quand même. J'aime bien les films en 2 temps, comme ça, qui font réfléchir après, qui vous poursuivent après, quoi.